Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures. Nous avons deux sujets importants. Le premier d'importance régionale, internationale et stratégique. Il s'agit bien sûr de la situation actuelle à Gaza. Le deuxième sujet s'avère très important pour l'Égypte et son expérience démocratique. Nous allons parler du dialogue national et où on est actuellement en ce qui concerne les résultats de ce dialogue. Afin de mieux parler de ces deux dossiers, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Dr Raouf Ghafar, on a deux sujets importants à discuter. L'un est lié à l'autre. Commençons avec tout ce qui est régional, stratégique pour l'Égypte et la situation actuelle au Gaza. Avant d'entamer notre discussion, je vous invite à regarder avec moi ce commentaire. L'Égypte s'est félicitée de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza au cours du mois du Ramadan. Une première depuis le début de la crise. Après plus de 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un appel bloqué plusieurs fois par les États-Unis. La résolution réclame d'autre part la levée de tous les obstacles à l'aide humanitaire. Un commentaire. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte s'est félicitée de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza au cours du mois de Ramadan, une première depuis le début de la crise. L'Égypte a estimé que la prise de cette décision, après plus de 5 mois d'opérations militaires israéliennes qui ont causé de graves dommages aux civils dans la bande de Gaza, et malgré son déséquilibre dû à son calendrier limité et aux obligations qu'elle comporte, représente néanmoins une première étape importante et nécessaire pour arrêter les fusions de sang et pour éviter les pertes de vie des civils palestiniens, ainsi que pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer. L'Égypte a appelé à la mise en œuvre immédiate du cessez-le-feu, soulignant qu'elle poursuivrait ses efforts inlassables avec les parties internationales et régionales afin de contenir la crise de la bande de Gaza le plus proche possible. La résolution du Conseil de sécurité adoptée sous les applaudissements par 14 voix pour et une abstention exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan qui a déjà commencé il y a 2 semaines, devant mener à un cessez-le-feu durable et exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Contrairement au texte américain rejeté vendredi par des vétos russes et chinois, le texte de la résolution d'hier ne lie pas ces demandes aux efforts diplomatiques du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte, même s'il reconnaît l'existence de ces pourparlers visant à une trêve accompagnée d'un échange d'otages et de prisonniers palestiniens. Mais l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a, elle, à nouveau insisté sur ce lien. Vendredi, la Russie et la Chine avaient mis leur veto à un projet de résolution américaine soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza en lien avec les négociations pour la libération des otages. Certains observateurs y avaient vu une évolution substantielle de la position de Washington sous pression pour limiter son soutien à Israël alors que l'offensive israélienne a fait plus de 32 000 morts à Gaza. Les États-Unis s'étaient en effet jusqu'alors systématiquement opposés au terme cessez-le-feu dans les résolutions de l'ONU, bloquant 3 textes en ce sens. Mais le texte américain rejeté n'appelait pas explicitement à un cessez-le-feu immédiat, utilisant une formulation estimée ambiguë par les pays arabes, la Chine et la Russie, laquelle a dénoncé le spectacle hypocrite des États-Unis. Dr Raouf Ghafar, bienvenue de nouveau à notre programme. Et quand on regarde cette résolution qui a été adaptée et adoptée par le Conseil de sécurité, on doit savoir pourquoi cette fois-ci le Conseil a avalé la résolution. Il n'y a pas eu de veto. Quoi de nouveau qui a fait que les États-Unis et les autres pays ne se sont pas opposés à cette résolution?
les États-Unis étaient derrière Israël inconditionnellement. Mais dans les États-Unis, on a commencé à entendre des voix qui n'aiment pas, disons, le point de vue américain d'endorser Israël inconditionnellement. Ça a commencé à changer. Nous savons qu'il y a des élections qui sont très proches. La popularité du président actuel commence à descendre à cause de ceci, entre autres. Bref, le point de vue américain a commencé à changer. Ça, c'est une chose très positif, si je peux dire, oui. Qui marque un changement vraiment considérable dans la position américaine. Nous avons expérimenté veto après veto. Cette fois-ci, pour la première fois, au moins, ils n'ont pas voté. Oui. Donc, ils ont donné la possibilité à cette résolution de essayer de se placer sur terre, bien que la délégation américaine a mentionné que ça peut ne pas être contraignant et que c'est auprès des experts de dire si jamais on peut. Mais en principe, c'est un changement, c'est un pas très positif. Espérons bien, durant le mois de Ramadan, qu'on aboutit à un cessez-le-feu continu et qu'on puisse au moins avancer sur le plan humanitaire d'un côté, sur le plan échange d'otages de l'autre. Mais nous sommes tous optimistes que cette fois-ci, sur terre, on va voir un changement et que le peuple de Gaza peut au moins respirer. Oui. Alors il y a eu des efforts vraiment très intenses de la part de l'Égypte, si on parle du plan diplomatique, afin d'avoir cette décision ou cette résolution d'instaurer une trêve. Également sur le terrain, l'Égypte est le pays le plus concerné par la situation à Gaza, et je crois que également la situation et les déclarations officielles égyptiennes que l'Égypte n'accepterait jamais un déplacement forcé du peuple palestinien de la bande de Gaza vers l'Égypte, ça peut également pousser les Israéliens et les Américains à repenser les pressions et le génocide qu'ils exercent actuellement. Certainement. L'Égypte, depuis 75 ans, elle fait un effort considérable. C'est la première responsabilité était toujours égyptienne. On n'a jamais cessé je ne veux pas dire on a sacrifié beaucoup des guerres, etc., pour la cause palestinienne. Donc ça continue, c'est normal. Et cette fois-ci, c'était vraiment durant les quelques mois qui ont passé des efforts sur tous les côtés, c'est-à-dire politique, diplomatique, etc. Et c'est justement à cause des efforts continus de l'Égypte avec 2 ou 3 autres pays qu'on a pu aboutir à ceci. Certainement, ça va poser une certaine pression sur Israël. Espérons qu'ils vont écouter. Le point de vue mondial, maintenant, tout le monde pense de la même façon, bien que, malheureusement, je dis ça, Israël n'a jamais adopté les résolutions de l'ONU. Oui. C'est-à-dire, pas dernièrement, mais dans l'histoire, ils faisaient toutes leurs opérations, disons, après les cessez-le-feu qui étaient accordés par l'ONU. Cette fois-ci,
Nous comptons sur la pression américaine. Je pense que cette fois-ci, ils sont sérieux et qu'on va justement aboutir à une solution qui soit juste et acceptable pour les deux côtés. Certainement, c'est complètement incompréhensible de penser à un déplacement, que ce soit forcé ou pas, aux Palestiniens. Oui. Ils doivent. Oui. Alors la situation actuelle également met la communauté internationale dans l'épreuve, puisque non seulement on a vu qu'on se contente de dénoncer si on est vraiment concerné la situation, mais également on voit des obstacles qui entravent le processus humanitaire sur le terrain. On a vu ce qui s'est passé avec l'UNRWA, avec la suspension du travail de cette agence sur le terrain, qui est une de très grandes agences onusiennes qui vient à l'aide des réfugiés. Alors vraiment on est devant une scène qu'on n'a jamais vue, c'est la communauté internationale qui se trouve silencieuse et pas concernée par cette situation humanitaire. Absolument, absolument. Israël n'écoute personne, fait ce que l'on lui semble. Mais cette fois-ci, je pense que la pression est un peu plus forte. J'espère que dans les jours qui viennent, on va voir sur le plan humanitaire beaucoup plus d'aides qui vont rentrer pour le peuple de Gaza d'un côté. Nous allons voir un changement sur la situation sur terre avec après 32 000 victimes. Il est temps de cesser, il est temps de comprendre que ça ne peut pas continuer de cette façon et qu'il y a une certaine responsabilité, non seulement pour l'Égypte, mais pour la communauté internationale, l'Europe en particulier, pour exercer encore un peu plus de pression sur Israël pour adopter et entendre, disons, la voie mondiale qui vise vers une paix justement, et une solution, espérons bien que ce soit une solution définitive. On espère bien. Ouais. Alors, docteur Raouf Ghafar, on termine avec ce dossier concernant la situation actuelle à Gaza. Juste une petite pause et nous allons enchaîner avec notre deuxième volet pour aujourd'hui. Nous allons parler du dialogue national qui est une expérience démocratique incomparable qui a lieu actuellement en Égypte, juste après cette petite pause. Le dialogue national a tenu du 26 au 29 février plusieurs séances consacrées aux dossiers économiques avec la participation de ministres, d'experts économiques et de députés. L'objectif est de trouver des solutions rapides aux défis économiques actuels. J'appelle à la tenue d'un dialogue national plus approfondi et plus intégral sur l'économie, avait recommandé le président de la République lors d'un discours prononcé le 24 janvier à l'occasion de la fête de la police égyptienne. Ce dialogue arrive à un moment très important pour l'Égypte, qui souffre d'une crise économique grave due à des considérations géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus, qui ont causé une flambée du prix du dollar par rapport à la livre égyptienne, un aspect qui s'est directement reflété sur le quotidien des citoyens puisque la grande majorité des biens sont importés en dollars. Le récent projet de Ras el-Hikma conclu avec les Émirats arabes unis a cependant permis d'atténuer les effets de cette crise. La participation des ministres à ces séances a rendu les discussions autour de la hausse des prix très fructueuse, a affirmé le responsable du comité de l'investissement au dialogue national. Selon lui, l'objectif est de parvenir à des politiques permettant de contrôler les marchés sans aller à l'encontre de la concurrence et de la liberté des marchés et sans que l'État n'entrave l'investissement. Le responsable du comité de l'investissement au dialogue national a fait savoir que la séance sur l'inflation a témoigné d'un consensus sur la création d'un Haut Conseil national des politiques de protection de consommateurs et de prévision contre les pratiques monopolitiques. Outre la hausse des prix, les séances
économiques ont abordé tous les dossiers prioritaires, notamment les obstacles entravant la production et l'exportation, la politique monétaire et le manque de devises étrangères, le déficit budgétaire, le problème de la dette étrangère, les investissements publics, les investissements étrangers directs, le système fiscal et autres. Le volet social, fortement lié aux questions économiques, a également été débattu, notamment le rôle de la société civile, les programmes de protection sociale, les politiques relatives aux salaires et aux pensions de retraite et l'assurance médicale globale. En ce qui concerne le volet économique, le dialogue national a achevé 12 séances consacrées au dossier économique avec l'objectif bien sûr de trouver des solutions rapides aux défis actuels. Avec nous aujourd'hui, Dr Raouf Ghafar, afin de discuter de ce dossier important. Dr Raouf Ghafar, la situation actuelle en ce qui concerne l'économie en Égypte a commencé avec une réforme radicale qui a touché l'infrastructure, qui a touché la politique monétaire, qui a touché un peu à tout. Avec la transparence actuelle, on a vu que le chemin n'est pas pavé, qu'il y a des difficultés et des obstacles dans un contexte international avec la guerre russo-ukrainienne, avec la situation à côté de nous en ce qui concerne la Libye, les territoires occupés, le Soudan et tout. Alors l'Égypte est au milieu de plusieurs pressions et défis, mais elle essaye quand même de continuer sur le bon chemin de réforme économique. Le dialogue national vient pour éclaircir un peu la situation et trouver des solutions. Commençons avec la situation. Comment voyez-vous la situation actuelle? Aujourd'hui, c'est 1000 fois mieux que quelques mois. Vous avez dit, on avait bien commencé la voie sur le plan économique, réforme, etc. Mais malheureusement, il y a des événements qui ont pris part, c'est-à-dire, vous avez dit la guerre russe avec le Covid, qui est avant ça, et maintenant avec Gaza. Ce sont des choses vraiment des forces majeures qui ont un peu retardé la démarche qu'on avait prévue pour notre économie. Maintenant, ça commence à reprendre. Vous avez mentionné le projet colossal de Ras el-Hikma, qui va représenter, à mon opinion, un changement vraiment drastique sur le plan économique. Un investissement très grand, sans précédent, avec un partenariat qui va continuer entre les Émirats et nous. Ça va marquer non seulement un grand projet économique qui va servir, mais ça veut dire qu'il y a une certaine confiance dans l'Égypte, dans la situation égyptienne, sécurité, paix, etc. Bien que, encore une fois, vous avez mentionné que nous sommes entourés de tous les côtés par des situations qui ne sont pas stables, par des défis incomparables à n'importe où au monde. Oui. Donc on n'avait rien à faire avec ce qui est arrivé là-dedans. Mais l'Égypte a continué. Comme je viens de dire, la situation aujourd'hui, à cause de ce projet, nous avons, après ça, lu que la Banque mondiale, encore une fois, a augmenté son aide pour l'Égypte, ce qui, encore une fois, marque une confidence dans la possibilité économique égyptienne. Et, à mon opinion, ça va encourager et ça va attirer des investisseurs internationaux. Vous avez parlé des investissements directs. Je pense que nous allons voir
des chiffres et des nombres qui seront en augmentation. Oui. Et même les investisseurs arabes et locaux, on a lu et nous avons vu beaucoup de contrats qui ont été signés sur le plan hôtellerie et autres. Donc, ça commence à marcher, ça commence à bouger dans la bonne voie. Et c'est justement cette situation, avec le dialogue certainement national, qui a donné une importance, comme vous avez dit, 12 séances déjà qui discutent l'économie, pour savoir qu'est-ce que le peuple égyptien veut. La volonté du peuple est justement adopter les décisions gouvernementales, etc., dans la direction que le peuple demande. Oui, alors les partenariats avec les grands bons acteurs économiques mondiaux, vraiment ça reflète, comme vous l'avez mentionné, la confiance en l'économie égyptienne qui se redresse actuellement et qui connaîtra très prochainement un taux de développement très élevé, mais ça mérite également une révision du système fiscal. Et c'est ce que le dialogue national a discuté et a conseillé une révision du système fiscal, surtout avec les investisseurs étrangers et les facilités données à ces investisseurs, le système d'arbitrage et tout. Et on a trouvé qu'il y a vraiment cette fois-ci une transparence. On avoue qu'il y a des points faibles et comment on peut vraiment les remédier. Selon vous, ce système fiscal qui est en train d'être amélioré, comment peut-il vraiment contribuer à la réussite économique de l'Égypte? À mon opinion, s'il y a une volonté, on peut toujours achever ce qu'on aspire. Et cette fois-ci, on sent qu'il y a vraiment une volonté sur tous les niveaux pour transformer l'Égypte et la mettre sur la voie économique juste. Et cette fois-ci, comme je viens de dire, on a passé par beaucoup de défis qu'on a pu dépasser, des crises qu'on a, grâce à Dieu, on a pu dépasser. Et donc, on s'est mis maintenant au commencement de la bonne voie. Il faut continuer. Je pense que certainement le système fiscal doit changer. Premièrement, toutes les lois qui concernent l'investissement, etc. Je pense il y a le guichet unique qui existe actuellement. Ça existe depuis longtemps, mais ça n'a pas été... Mais ce n'était pas activé comme il le faut. Exactement. Et ce n'est pas une affaire d'un guichet ou deux guichets, c'est une affaire de, vraiment, comme je viens de dire, avoir la volonté de changer, de faciliter. Nous avons d'ailleurs autour de nous beaucoup de pays qui ont adopté des lois et des législations envers les investissements et qui sont un peu plus simples ou bien non pas si compliquées, si je peux dire. Et si jamais on adopte ceci, je pense que ça va marquer un saut vraiment considérable dans la bienvenue, disons, des investissements. Un investisseur, il vient pour faire de l'argent et pour rencontrer une situation simple et qui l'encourage justement à venir. Mais si c'est compliqué, il ne va pas venir. C'est pour ça que, à mon opinion, cette fois-ci, il y a la volonté de changer et nous espérons bien que il y aura un grand changement. Surtout qu'on compte sur le secteur privé maintenant pour être le leader du développement économique et que la participation ne va pas être moins de 70-80%. Et que le gouvernement se concerne avec infrastructure, avec des méga-projets, etc., mais laissant l'économie et le développement économique au secteur privé. Et encore, je dois insister que
on doit se diriger vers l'exportation. Oui. Production et exportation. C'est vrai. Alors, avec cette crise économique mondiale et qui a frappé l'Égypte parmi les autres pays, et avec également le déficit de trouver les devises étrangères, on a vu que les appels vers l'industrialisation locale a augmenté, même l'implication de plusieurs usines concernant plusieurs secteurs agroalimentaires, également les pièces détachées des voitures, des lignes complètes de production se sont implantées en Égypte, même si pour l'homme ordinaire de la rue, en regardant la publicité sur le petit écran, on voit qu'il y a des campagnes pour développer et pour également encourager tout ce qui est local. Absolument. Oui, vêtements, aliments et tout. Et ça, c'est vraiment une des rares conséquences positives d'une crise économique. Absolument. Mona, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons une population qui peut être transformée en main-d'œuvre, oui. Facteur très positif sur le plan économique. Nous avons pas mal de ressources, etc. Nous avons des prix raisonnables à comparer aux autres pays. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour établir des industries. Nous avons, comme vous l'avez dit, une agriculture qui peut représenter, encore une fois, une ressource intéressante pour les produits. D'ailleurs, nous étions les pionniers dans beaucoup d'industries agroalimentaires d'un côté et autres industries comme le coton, etc., oui, filature de tissage, etc. Ça va retourner, à mon opinion. Et avec un tout petit changement dans les législations pour faciliter les choses, je suis sûr que d'un côté, nous allons utiliser et exploiter les ressources qui existent, mais encore une fois, la ressource humaine est une chose très importante. Nous avons le Japon, par exemple, comme exemple. Ils n'ont pas de ressources, mais ils sont un pays qui transforme des ressources qui viennent des matières premières qui sont importées et simplement ils la transforment à cause des ressources humanitaires qui existent là-bas. Nous sommes, à mon opinion, aussi équipés par une ressource humaine importante qui peut, je ne veux pas dire, espérons bien, qui peut nous transformer en un Japon nouveau, mais nous avons tout ce qu'il faut. Oui. Exactement. Docteur Raouf Gaafar, le dialogue national était une plateforme importante et elle est toujours afin de discuter de ces dossiers et de nos problèmes et leurs solutions. Et ce dialogue national, il est ouvert à tous les Égyptiens, à tous les courants politiques, à tout âge et également au début du dialogue national et jusqu'à maintenant, les représentants des missions étrangères qui se trouvent en Égypte, ils ont le droit d'aller participer, voir comment se passe ce dialogue dans une atmosphère démocratique et également avec beaucoup, si vous voulez, de civilisation. Oui, absolument. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Docteur Raouf Ghaffar, le dialogue national était une plateforme importante et elle est toujours afin de discuter de ces dossiers et de nos problèmes et leurs solutions. Et ce dialogue national, il est ouvert à tous les Égyptiens, à tous les courants politiques, à tout âge et également au début du dialogue national et jusqu'à maintenant, les représentants des missions étrangères qui se trouvent en Égypte, ils ont le droit d'aller participer, voir comment se passe ce dialogue dans une atmosphère démocratique et également avec beaucoup, si vous voulez, de civilisation. Absolument, absolument. Vous avez parlé de civilisation, c'est important. Vous avez parlé que tout le monde, c'est-à-dire tous les secteurs, participent. Tout le peuple égyptien est représenté dans ce dialogue. C'est franc, c'est ouvert, c'est transparent et justement ça répond à beaucoup de questions qui disent que non, il n'y a pas de transparence. Non, non, non. Tous les problèmes sont discutés en très grande transparence. Tous les avis, que ce soit pour ou contre, sont discutés et les décisions sont prises avec beaucoup de flexibilité pour réaliser justement le bien du peuple égyptien. Que ce soit de gauche ou droite, l'essentiel c'est l'intérêt du peuple et le bien de ce peuple. Oui. Et je pense que ce dialogue représente un très bon début pour ceci. Parmi les points importants qui ont été discutés au cours du dialogue national, surtout avant le deuxième rapport qui a été émis concernant les séances du dialogue, c'était les initiatives présidentielles qui est vraiment un élément important pour le développement de la société égyptienne. Sur la liste de ces initiatives, il y en a Vie digne qui touche actuellement les villages égyptiens pour que ces villages soient des villages modèles pour les Égyptiens, pour les villageois, pour en vivre également tout ce qui concerne les initiatives concernant la santé des Égyptiens. Éducation, santé. Et voilà, ce sont les deux dossiers. Certainement, la population doit être un peu
régularisé, mais en principe, éducation et santé. Et je pense que le gouvernement ne manque pas d'efforts sur ces deux dossiers. Entraînement, et quand je parle d'éducation, je parle d'éducation technique d'un côté et normale de l'autre. Mais en principe, c'est de transformer le citoyen égyptien en un facteur utile et positif qui joue un rôle essentiel dans l'économie de son pays. Et ça, c'est remarquable. Et puis, de l'autre côté, comme vous avez dit, les initiatives comme la vie décente, etc., ça vise vers le bien-être du peuple égyptien, de l'individu égyptien, l'autonomisation des femmes, encore une fois, et ça vise à avoir des facteurs et des plus actifs, un nombre de participants dans l'économie, hommes et femmes, et c'est très important de les entraîner, de les éduquer, et surtout de conserver le peuple avec une santé, une bonne santé, pour qu'il soit positif et non pas négatif pour son pays. Initiative très bonne. Et bien, je dois dire qu'au milieu de toutes les crises économiques qu'on a subies, le président, le gouvernement n'a pas cessé à penser à l'individu égyptien normal. Et sur le plan salaire, on a augmenté son salaire. Sur le plan pension, on a augmenté les pensions. Simplement pour présenter aux Égyptiens une vie un peu mieux, justement pour bien les utiliser et leur donner le respect qu'ils déservent. Oui, sur le terrain, il existe à côté de ces initiatives des programmes spécialisés. On a vu le programme présidentiel pour les jeunes. Ce programme-là est destiné aux jeunes universitaires égyptiens pour qu'ils soient bien éduqués, bien cultivés en ce qui concerne la politique et également de se sentir importants dans la société puisqu'ils peuvent participer, leur voix est écoutée à travers ce programme. Ce programme qui a commencé il y a quelques années, on a pu voir les fruits actuellement parce que ceux qui étaient par exemple la première, deuxième, troisième promotion de ce programme présidentiel pour les jeunes se sont transformés actuellement en jeunes dirigeants pour leur génération. Ma chère, la jeunesse c'est le futur et les jeunes doivent avoir une participation importante et active dans la politique de leur pays. Parce que ce sont eux qui vont gérer ce pays d'ici 20 ans, 30 ans. Donc, ils doivent être là. Nous avons commencé, vous avez dit, avec des forums, peut-être il y a quelques années, et puis maintenant, ça devient de plus en plus concentré. Oui, c'est taillé et c'est concentré et bien ciblé. Absolument, absolument. Parce qu'on doit justement préparer ces jeunes gens à leur rôle, à leur responsabilité à l'avenir pour diriger ce pays. Je pense que des pas très importants sont pris et vous venez de dire que dans le dialogue national, le nombre de participants jeunes, je pense, sont encore plus que les experts et les gens assez âgés. Docteur Raouf Gaffar, traduire les recommandations du dialogue national sur le terrain est un sujet très important. Je vous invite alors à regarder avec moi ce commentaire concernant ce volet-là. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que le dialogue national faisait l'objet d'une grande attention de la part du président Abdel Fattah al-Sisi. Le chef du gouvernement s'exprimait alors qu'il passait en revue le deuxième rapport de suivi du plan exécutif des mesures proposées par le dialogue national jusqu'à mi-mars en cours. Plus de détails concernant ce rapport et puis on retourne à notre discussion avec notre cher invité, Dr Raouf Gaffar.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le dialogue national, qui est une plateforme nationale, fait l'objet d'une grande attention de la part Abdel Fattah el-Sisi, à la lumière de ses directives continues au gouvernement sur l'importance de travailler rapidement pour traduire les résultats et les recommandations en plan exécutif qui contribuent à atteindre les objectifs dans divers secteurs. Le chef du gouvernement a indiqué que son souci de suivre en permanence la mise en œuvre des recommandations du dialogue national est conforme à l'intégration et à la coordination continue entre le gouvernement et le conseil d'administration du dialogue national. M. Madbouli s'exprimait alors qu'il passait en revue le deuxième rapport de suivi du plan exécutif des mesures proposées par le dialogue national jusqu'à mi-mars en cours. Dans le cadre des mécanismes suivi de la mise en œuvre des résultats du dialogue national, un groupe conjoint de coordination a été institué et comprend de représentants du Conseil des ministres et des responsables du dialogue national, a dit M. Madbouli, ajoutant que ce groupe est chargé de la mise en œuvre des recommandations et des résultats des séances du dialogue national dans ses différents axes. Le chef du gouvernement a précisé qu'il suivra les travaux de ce groupe, affirmant qu'il allait le rencontrer prochainement. Docteur Raouf Ghafar, on parlait de traduire les recommandations du dialogue national sur le terrain. Parmi les points importants afin de faire réussir le programme de réforme économique s'avère l'implantation et l'encouragement de petites et moyennes entreprises. L'Égypte actuellement a un plan avec un partenariat européen, l'Union européenne et autres concernant ces programmes de petites, moyennes et minimes entreprises SEM qui est mis sur le terrain concernant les jeunes, les femmes au foyer et qui a connu d'ailleurs une très grande réussite jusqu'à maintenant. Et on a vu des économies mondiales qui ont été appuyées sur ce point. On l'a vu au Pakistan, au Malaisie et dans d'autres pays. Alors comment l'Égypte peut-elle profiter de son grand marché, de sa main-d'œuvre, des idées de sa population pour faire réussir ce volet? Vous avez justement... oui, on a les moyens, mais comment les faire réussir? Vous avez donné la réponse. Nous avons la population qui peut être entraînée et éduquée très facilement et très rapidement et dirigée vers les petites et micro-industries. Vous avez mentionné la Malaisie et on n'a pas mentionné la Chine. La Chine, justement, l'économie chinoise a commencé par ce genre de mini et micro-projets. On doit utiliser les ressources que nous avons, humaines entre autres, qui est très importante, et la vie décente, justement, a visé vers ça. Ils ont transférer toutes les facilités et tous les besoins des jeunes gens jusque chez eux pour, disons, ne pas gaspiller leur temps et leur effort pour aller ailleurs. Et on a commencé à un partenariat par lequel on présente des aides, on présente des prêts très, très simples pour encourager ces jeunes gens à commencer leur entreprise privée sur une échelle très petite. Vous avez mentionné les dames, certainement c'est important et c'est ça où on doit démarrer. C'est un point très sensible, un point très important, une base solide pour l'économie. Les micro et mini-projets qui sont peut-être individuels ou qui emploient 5 ou 10 personnes, ça c'est la voie, à mon opinion, qui doit être parallèle avec les grands projets, mais c'est très important parce que ça utilise une ressource et ça présente des offres d'emploi aux jeunes gens qui peuvent ne pas la trouver ailleurs
et qui ont des idées, des talents et qui doivent être justement exploités et dirigés vers dans le sens positif de l'économie. Oui. Alors peut-être que ce genre de projet existait toujours en Égypte, mais on n'a pas vu la réflexion sur l'économie de l'Égypte, puisqu'il y avait une économie en parallèle, qui est une économie pas officielle. Actuellement, avec le système d'inclusion financière et monétaire, également avec la digitalisation de l'économie égyptienne, les factures électroniques et tout, on est vraiment dans un monde tout à fait différent de ce qu'on a vu. Et il faut avouer qu'au début, il y a eu une résistance de la part des Égyptiens qui travaillaient dans ce genre d'économie en parallèle. Mais actuellement, petit à petit, les Égyptiens se sont habitués à ce genre modernisé d'économie. On voit que les gens demandent leurs factures électroniques, commencent à lire les taxes, commencent à avoir une culture qui peut aider vraiment, une culture sociale qui peut aider à améliorer la situation économique. Absolument. Ce n'est pas une affaire de les apprendre. C'est une affaire de corriger quelque chose qui était fausse. C'est-à-dire, ce n'est pas compréhensible qu'un pays comme l'Égypte ait une économie parallèle. On peut dire économie grise, peut-être, et qui représente, ou disons qui représentait un 60% de l'économie, ou 70% de l'économie du pays. C'est complètement faux. Donc on doit corriger ça. Ce qui arrive, inclusion numérique, etc. Mais on doit forcer le peuple à se transformer en élément utile dans sa société et ne pas travailler en parallèle et dépriver son pays d'une économie qui peut représenter un changement drastique dans la situation globale. Donc, non, on doit changer, ça va changer, et il y a beaucoup de... Ça, c'est la direction du gouvernement. Même sur le plan, non seulement individuel, mais il y avait beaucoup de, disons, d'agences, beaucoup d'organisations qui ne faisaient pas part de l'économie, disons, officielle, et que maintenant, ils vont rentrer dans cette économie, et ça va représenter, à mon opinion, un grand changement dans l'économie égyptienne. Je dois mentionner que, encore une fois, la stabilisation du taux de change de devises étrangères, c'était un pas essentiel, impératif et très important. Parce que ça va, à mon opinion, encourager l'influx de devises envers l'Égypte, que ce soit investisseurs ou que ce soit même Égyptiens qui travaillent ailleurs et qui transfèrent leur salaire dans l'Égypte. Nous allons voir d'ici très prochainement, je parle de quelques semaines, quelques jours, que ces chiffres vont changer vers le mieux d'une façon qui va aider notre économie à se déployer vraiment très rapidement et d'une façon assez grande et importante. Ce qui est rassurant également en ce qui concerne ce dialogue national, c'est que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, suit de près les rapports de suivi du plan exécutif et les mesures déployées grâce aux discussions du dialogue national. Alors là, c'est la voix de l'homme de la rue, des politiciens, des politologues, des économistes qui arrivent directement vers la direction et vers le président de l'État. Et ça nous rassure un peu que les soucis et les craintes du peuple égyptien sont dévoilés devant Monsieur le Président, qui prend des actes immédiats afin de remédier à ces crises.
Le président a été toujours près de son peuple. Nous avons vu d'ailleurs, il fait des visites quotidiennes, hebdomadaires. Il rencontre des gens très simples, il discute avec eux et il écoute ce qu'ils veulent dire. Encore une fois, ce dialogue national vient dans la même direction, dans le même contexte. Il veut savoir ce que le peuple pense et lui, il va exécuter exactement la volonté et les demandes de son peuple. Et ça, c'est essentiel. Vous avez parlé au début démocratie, ça c'est la personnification de la démocratie. C'est savoir ce que le peuple veut et puis adopter ses décisions dans la politique du pays. Docteur Raouf Gaafar, après 2 rapports de suivi du plan exécutif du dialogue national, selon vous, quel sera le plan à venir afin de compléter notre bon chemin pour les réformes économiques? À mon opinion, je demande que les législations soient révisées un tout petit peu et qu'on se concerne avec l'éducation et la santé et ne pas donner une grande importance à l'éducation normale dans les écoles, etc. Mais essayer un peu de diriger les jeunes gens vers l'éducation technique et qui peut être beaucoup plus utile pour eux et pour leur pays. Je pense que nous allons prendre le chemin de production, utilisation extrême des ressources qui existent, faciliter les procédures des investisseurs, etc. Et nous allons voir un changement vraiment, à mon opinion, si on adopte tout ça, très très positif dans l'économie égyptienne. On l'espère bien et on est tous enthousiastes en ce qui concerne la phase à venir, puisque des mesures douloureuses mais importantes et essentielles ont été prises afin de continuer notre chemin. Je tiens à vous remercier, Dr Raouf Gaafar, d'être parmi nous aujourd'hui. Et chers téléspectateurs, c'était notre édition aujourd'hui au cours de laquelle nous avons parlé de 2 dossiers importants. Nous avons parlé de la situation actuelle à Gaza, les efforts déployés par l'Égypte, la trêve que le Conseil de sécurité demande qu'elle soit restaurée dans la bande de Gaza. Également, nous avons parlé d'un dossier important pour tous les Égyptiens, le dialogue national. Le dialogue national, il touche tous les aspects de la vie des Égyptiens. Aujourd'hui, nous avons consacré notre édition afin de parler de l'économie qui était au centre des discussions avec 12 séances qui portaient sur ce dossier. J'espère que vous avez passé d'agréablement notre compagnie aujourd'hui et cette analyse. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe de Direct. Merci et au revoir.